bienvenue à tous à notre premier webinaire avec la Cité de la Santé. On est ravis de notre partenariat depuis quelques années. Donc, je suis avec Marine Vigier, notre diététicienne de Bordeaux, qui est formée donc, sur l'arrêt du tabac et l'alimentation. Et puis, avec la Cité de la Santé qui est là, avec Marie-Hélène, Séverine, merci à vous deux. Je vais laisser commencer Séverine par première introduction et puis on va continuer avec Marine. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais juste vous dire 2 mots sur ce qu'est la Cité de la Santé. Donc, c'est un espace d'information et de documentation que vous trouvez dans la Bibliothèque des sciences et de l'industrie, qui se trouve donc dans la Cité des sciences à Paris. Donc, chez nous, vous trouverez 2 types d'offres. Une qui se fera sur place avec des livres, des revues, des brochures que vous pouvez emprunter, des permanences de conseil et également des conférences et ateliers que depuis peu, nous commençons à développer en ligne. Et également une offre à distance dans laquelle vous allez pouvoir bénéficier de livres numériques, des bases de données et également un service de questions-réponses à distance qui s'appelle Questions Santé, où là, ce sont des documentalistes donc, qui vous répondent sur la base documentaire. Et depuis le confinement, enfin la crise du Covid, etc., a été développée en plus la possibilité d'avoir des entretiens à distance avec un bibliothécaire qui pourra vous aiguiller quand vous avez des recherches documentaires à faire. À la fin de ce webinaire, on vous a également concocté une petite bibliographie en lien avec la thématique que je vous enverrai à tous et toutes. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je repasse la parole à notre partenaire. Merci. Merci Séverine. Juste un petit mot donc, sur l'association MIAM qu'on représente avec Marine. Donc, on est une association de diététiciens sur toute la France et notre objectif premier, c'est vous faire manger des fruits et légumes au sein d'une alimentation équilibrée. Mais on intervient donc sur la nutrition de manière globale, donc via la Cité de la Santé. On a été longtemps sur des permanences mensuelles pour accueillir le public et répondre à toutes les questions sur la nutrition. Et puis cette année, donc, on a dû modifier le format et on répond aussi à questions santé sur la nutrition via un service mail. Et puis voilà, sur le mois sans tabac, donc on nous a proposé de participer et puis on a dit c'est parti. Et grâce à Marine, donc on est là. Merci Marine, à toi la parole. Merci Mathilde. Alors, je viens d'admettre une dernière personne, donc on va pouvoir commencer. Pour commencer ce webinaire sur le tabac et l'alimentation, je voulais vous présenter d'abord quelques petits chiffres qui sont quand même assez importants. Donc, en France, en 2017, il y avait à peu près 26,9% de fumeurs et en 2019, on était à 24%. Donc, c'est quand même un chiffre qui est en baisse. Je n'ai pas les chiffres de 2020, mais il faut quand même savoir et avoir conscience que le tabac tue en France encore 75 000 personnes par an. Au niveau des personnes qui sont fumeuses, il y a quand même des inégalités à savoir, c'est-à-dire que 30% des fumeurs sont des personnes qui ont des revenus bas, contre 18% de personnes qui ont des revenus plus importants. Il faut savoir que dans ces 30%, il y a aussi 13% des personnes qui sont quand même au chômage. Et le morphotype, on va dire, de la personne fumeuse, c'est quand même 54% d'hommes de moins de 55 ans qui peuvent être en précarité socio-économique. Donc ça, c'est des chiffres qui sont importants à prendre en compte, surtout que quand on sait maintenant un peu le prix d'un paquet de cigarettes. Voilà. Niveau santé, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'était important de le reprendre. C'est tout simplement qu'un cancer sur 3 va être lié quand même au tabagisme, alors que ce soit pas cancer du poumon, de la gorge, du pancréas, de l'œsophage ou autres organes. Hein. Je ne vais pas tous vous les citer. Mais il n'y a pas que les cancers, malheureusement, qui sont en lien avec le tabac. Vous allez aussi avoir tout ce qui est maladie cardiovasculaire. 80% des victimes d'infarctus avant 45 ans sont fumeurs. Il y a un impact sur, on va dire, le nombre de cigarettes, mais à partir du moment en fait, où vous fumez, vous avez quand même de forts risques d'avoir des soucis cardiovasculaires par la suite. Vous voyez bien qu'en fonction des chiffres là, que je vous ai mis, 5 cigarettes, le risque il est par jour. Hein. Le risque va être de 1,5%.
alors que 30 cigarettes, le risque, il est de 2. Quand même une grosse différence de nombre de cigarettes, mais le risque n'est pas tant différent que ça. Donc, pour se résumer, vraiment, à partir du moment où on fume, le risque cardiovasculaire est quand même assez important. En autre type de problème de santé, vous allez avoir tout ce qui est bronchopneumopathie chronique obstructive, donc tout ce qui va être les BPCO. C'est des maladies inflammatoires au niveau des bronches. Et vous voyez bien que en fonction de ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, un gros fumeur, alors un gros fumeur, ça va vraiment être déjà plus de 10 cigarettes par jour, voire même 20, il a quand même un risque augmenté de 66%. Donc ça, c'était vraiment les 3 grosses parties, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Tout ce qui est gastrite, ulcère, diabète, hypercholestérol, hypertriglycéridémie, problèmes de peau, peuvent aussi être liés au tabagisme. Et autre chose très, très importante, c'est la fertilité. Il faut savoir qu'une personne qui fume a des chances d'avoir des problèmes de fertilité. Si le couple sont tous les deux fumeurs, les risques sont augmentés, on va dire. Et si c'est que l'homme qui fume et pas la femme, pareil, il y a quand même un risque. Donc, c'est des choses qui sont assez importantes à savoir et dont on ne parle pas forcément tout le temps. Voilà pour les chiffres. On va pas s'éterniser là-dessus. Si vous avez des questions, comme Mathilde l'a dit, n'hésitez pas à la fin. Là, maintenant, on intervient surtout dans le cadre du mois sans tabac. Donc, le mois sans tabac, il a lieu en novembre depuis 2016. Il faut savoir que depuis 2016, il y a quand même 1,6 million de personnes qui ont arrêté de fumer grâce au mois sans tabac ou qui ont fait la démarche à partir du mois sans tabac. Je n'ai pas les chiffres pour 2020, mais en 2019, il y avait quand même plus de 200 000 personnes qui ont participé à l'opération. Le mois sans tabac, alors je vous explique quand même rapidement ce que c'est. C'est tout simplement donc un défi qui est proposé aux fumeurs, c'est-à-dire d'arrêter la cigarette pendant au moins un mois et plus, bien sûr, si possible. Donc, ce mois sans tabac, il vous est proposé avec une application gratuite que vous pouvez télécharger. Dans cette application, vous avez tous les jours du contenu qui est mis à disposition, que ce soit tout simplement des petites vidéos, des informations, des petits mots d'encouragement ou autres. Vous pouvez aussi avoir un kit. Alors, il faut le demander auprès d'une pharmacie ou d'un médecin, tout simplement votre médecin traitant, s'il participe au mois sans tabac. Et puis après, sinon, vous pouvez le trouver aussi sur Internet, sur le site du mois sans tabac. Et autre chose importante, vous pouvez appeler le 3989 qui vous permet en fait d'avoir, c'est Info Tabac Service, pardon, et vous pouvez bénéficier de consultations avec un tabacologue, par exemple. C'est gratuit, voilà, donc il y a des personnes qui sont là pour vous écouter si vous avez besoin. Donc ça, c'était pour parler du mois sans tabac. Maintenant, on va parler vraiment de ce qu'est le tabac. Donc, il faut se dire que quand on fume, on est addict, mais on n'est pas addict au tabac en lui-même, on est addict surtout à la nicotine. C'est une addiction qui a une triple dépendance. Donc, les 3 dépendances que l'on peut retrouver, c'est physique, psychologique et comportementale. Donc, je vais vous les détailler par la suite. On va commencer par la dépendance physique. Celle-ci, vous ne pouvez pas la déterminer comme ça. Il faut tout simplement en fait vous dire qu'on la détermine en faisant un test. C'est le test de Fagerström. Je ne l'ai pas mis visuellement là, mais vous le retrouvez facilement sur Internet si vous voulez le tester par vous-même ce soir, par exemple. Et il faut savoir que cette dépendance physique, elle est liée en fait au récepteur nicotinique qui se trouve au niveau des neurones. Et au niveau de tout ça, il faut se dire que il faut 2 à 3 mois pour que ces récepteurs nicotiniques ne soient plus actifs. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrête le tabac maintenant que ça sera pour tout de suite. D'accord ? Il faut du temps. On n'arrête pas du jour au lendemain aussi facilement que ça. Chez certaines personnes, en fonction du résultat du score de Fagerström, l'arrêt sera plus facile que pour d'autres. Et je vais vous expliquer maintenant comment faire après, justement, en fonction de ce test, ce qui peut vous aider. Donc, vous aurez en fait tout simplement, il existe des substituts nicotiniques. Je pense que vous connaissez déjà tous ce que c'est que les patchs que vous retrouverez donc en pharmacie.
Il existe plusieurs types de patchs. Certains sont de 24 heures ou d'autres sont de 16 heures, avec différents milligrammes aussi de nicotine dedans, donc différents dosages. Et ces dosages, ils s'adaptent en fonction du début, d'où on arrête de fumer, et la fin. Il y a des formes orales, comme les gommes, les pastilles, les sprays, etc. Il faut savoir que quand on arrête de fumer, on a le droit à 150 € de substitut nicotinique de rembourser par an. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faut bien sûr que ce soit prescrit par votre médecin. Et puis, une fois que vous avez l'ordonnance en pharmacie, ils vous les délivrent. Petite information supplémentaire, les patchs, ce sont des formes lentes, donc ça va diffuser lentement la nicotine, alors que les formes orales, comme les gommes ou les pastilles, ça va être des formes rapides. Et on peut associer les deux. Comme on peut aussi associer, par exemple, une cigarette électronique avec au début de la nicotine ou sans, en fonction si vous êtes bien dosé avec des patchs ou pas. Ça peut vous aider, par exemple, aussi. Voilà. Et pour vous donner un exemple, quelqu'un qui va fumer 30 cigarettes par jour aura besoin de 30 mg de nicotine par jour. Donc ça, c'est un peu pour vous donner un exemple sur ça. Il existe aussi des traitements médicamenteux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est les médecins qui les prescrivent, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à ça, à moins que ce soit vraiment compliqué. Il ne faut pas hésiter, ça existe, il faut le savoir. Donc ça, c'était pour la dépendance physique. Maintenant, on va parler de la dépendance comportementale. Donc, elle est liée à l'habitude. Ça va être le geste de fumer ou d'associer forcément le café à la cigarette, ce genre de choses. Pour certaines personnes, ce sera d'autres. Ça peut être monter dans la voiture et allumer la cigarette. C'est ce qui va être presque automatique, qu'on a l'habitude de faire sans des fois peut-être s'en rendre compte. Et donc, ces gestes-là, quand on arrête de fumer, c'est très compliqué de les arrêter du jour au lendemain surtout et de ne pas avoir ces envies, quoi. Donc, il existe des thérapies comportementales et cognitives, par exemple, qui peuvent être mises en place. Ça peut être par un psychologue, ça peut être par un tabacologue ou autre. Il y a des diététiciennes aussi qui peuvent être formées à ça, par exemple. Moi, je ne le suis pas, mais voilà, ça existe et ça peut aider. Après, il y a d'autres techniques, bien sûr. Et ce qui est aussi important, c'est de prévenir la rechute, parce que quand on arrête de fumer, il se passe plein de choses au niveau de l'organisme. On est un peu perdu des fois. Et avec ce genre de thérapie, vous prévenez aussi les risques de rechute pour peut-être les éviter si possible. Et après, pour finir, il y a tout ce qui est la dépendance psychologique ou émotionnelle. Donc là, on a recours à d'autres outils. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la méditation, apprendre à gérer le stress ou même tout autre. Et pareil, vous pouvez être accompagné par plusieurs professionnels paramédicaux, par exemple. Donc ça, c'était cette première partie. Maintenant, on va passer au vif du sujet, ce qui va être en lien donc avec l'alimentation. Alors, déjà, il faut se dire que la prise de poids, souvent, c'est un frein. Je ne veux pas arrêter de fumer parce que j'ai peur de prendre du poids. Je pense que les 3/4 des personnes, c'est ce qu'ils se disent, et c'est vrai que ça peut faire peur, je le comprends. Mais il faut aussi se dire que tout simplement, il y a quand même plus de risques d'avoir des problèmes de santé en fumant qu'en prenant un peu de poids, et sachant que cette prise de poids, elle peut tout à fait être limitée, voire carrément peut-être pour certaines personnes inexistante, en se faisant accompagner, tout simplement. Donc, les fumeurs, à la base, ils vont avoir un poids inférieur à celui d'un non-fumeur. C'est-à-dire que le fumeur n'a pas son poids qu'il devrait faire normalement. Pourquoi? Parce que quand on fume, une cigarette brûle 10 calories. Donc, en fonction de ce qu'on fume à la journée, des fois, ça peut brûler quand même pas mal de calories. Et donc, en arrêtant de fumer, vous risquez de reprendre votre poids que vous devriez faire normalement. Après, attention, la variation de poids, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne vont pas prendre de poids, d'autres qui vont en prendre. On peut tout à fait, par exemple, être sur en moyenne 5 kilos. C'est l'étude de Williamson qui a été faite aux USA qui révèle ça, mais il y a d'autres études qui peuvent montrer que ça peut être moins. Moi, je dirais que c'est plutôt entre 3 et 5 kilos. Sauf que si vous préparez les choses en amont, tout simplement, des fois, ça peut tout à fait être moins important. Et puis surtout, après, ça peut se retendre vers la normale. Et c'est pour ça que gérer son alimentation même avant d'arrêter de fumer ou au moment où on veut arrêter, ça sera important, et ça réduira aussi vos risques de rechute, tout simplement. Parce que souvent, on se remet à fumer parce que on a du mal à accepter cette prise de poids et on n'est pas bien, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est important de se faire accompagner sur ce sujet-là.
Il faut savoir qu'il y a quand même des personnes qui ont plus de risques de prendre du poids. C'est notamment des personnes qui vont avoir plus de 55 ans ou des personnes qui fument beaucoup. Voilà, par exemple. Donc, plus on fume, en fait, plus vous risquez de prendre du poids. Ben oui, vu qu'une cigarette, comme je l'ai dit avant, brûle 10 calories, la différence sera plus importante. Voilà pour ça. Sur cette diapo, donc le but, c'était surtout de vous montrer, en fait, l'action de la nicotine sur votre organisme, d'accord? Donc, quand on fume, la nicotine augmente votre dépense énergétique. Elle va aussi augmenter votre lipolyse. Donc ça, au niveau de l'organisme, c'est tout simplement la destruction des graisses quand on mange, etc. Et donc une diminution de la lipogénèse qui fait que c'est un effet anorexigène, tout comme l'augmentation de la sécrétion de la leptine. La leptine, c'est l'hormone de satiété. Donc c'est ce qui se déclenche quand on a bien mangé. Vous aurez aussi en fumant une augmentation de la synthèse des protéines, donc une masse maigre qui peut être plus importante. Vous pouvez aussi avoir une diminution de la sécrétion d'insuline, donc ça c'est important, on verra juste après. Et votre transit peut être accéléré quand vous fumez. En effet, la nicotine, elle a un risque, elle joue un rôle sur ça. Et donc justement, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de fumer, lorsqu'on veut se sevrer de la nicotine? Eh bien, vous risquez tout simplement d'avoir une augmentation d'insuline, on a bien vu qu'avant, la nicotine diminuait tout ça. Et si vous avez une augmentation d'insuline, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir envie, des fois, certainement, des envies de produits plus sucrés, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra travailler par la suite. Vous risquez aussi d'être moins rassasié, c'est-à-dire que les quantités que vous mangiez qui vous convenaient avant, ça se trouve, là, elles ne vont plus vous convenir. Ça, c'est en lien avec la leptine. Et vous pouvez aussi avoir une baisse de la dépense énergétique. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va essayer d'y remédier. Et comment faire? Déjà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire au quotidien, sans forcément parler de l'alimentation, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. On peut mettre en place une activité physique. Alors peut-être qu'actuellement, vous en faites déjà une, même si vous fumez. Vous pouvez courir, faire du footing ou autre. Pour des personnes qui ne font pas de sport, parce qu'elles se sentent essoufflées ou autre, mais en arrêtant de fumer, vous risquez en fait de voir une amélioration en pratiquant votre activité sportive. Oui, vos branches seront moins encombrées. Donc, le sport, ça deviendra peut-être plus un plaisir qu'avant, par exemple. Il y a des études qui montrent que une réduction de la prise de poids grâce à la mise en place d'une activité physique est là. Forcément, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça. Et puis après, il faut se dire que on peut tout simplement, si on n'est pas du tout motivé par le sport, il y a des personnes qui ont une hantise de l'activité physique ou autre, c'est de trouver des astuces au quotidien. C'est par exemple, je vais marcher un peu plus souvent. Si vous allez au travail en transport en commun, par exemple, ce genre de choses, vous pouvez tout à fait vous dire je descends un arrêt ou deux plus tôt. Ou quand on emmène les enfants à l'école, s'il ne fait pas trop moche, on peut se dire allez, vu que l'école n'est pas très loin de la maison, on y va à pied. Je peux aller chercher mon pain ou aller à la poste à pied, ce genre de choses. Se garer plus loin sur le parking quand on va à un supermarché ou autre, ça vous permet finalement d'augmenter petit à petit votre nombre de pas et donc votre dépense aussi énergétique. Quand vous fumez, vous faites des pauses, peut-être plus souvent que vos collègues qui ne fument pas. Et donc, cette pause, elle va peut-être vous manquer. Donc, il faut peut-être la remplacer par autre chose. Je vais peut-être marcher autour du pâté de maison, même si c'est que 5 minutes. Si vous avez travaillé dans une ville, c'est possible. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est des petites astuces que vous pouvez tout à fait mettre en place avec la personne qui vous aide, que ce soit un tabacologue, une diététicienne ou autre. Ils sont propres à vous. C'est-à-dire que les idées que je vous donne aujourd'hui ne vont pas forcément vous convenir, mais vous allez peut-être vous dire « Ah oui, ça, par contre, je peux le faire ». Donc voilà, et pour résumer tout ça, un paquet de cigarettes, c'est 200 calories. Et ça équivaut à un footing, par exemple, de 25 minutes. Alors après, ça peut être une marche, ça peut être, je ne sais pas, si vous avez un chien, le promener plus souvent, ce genre de choses. Donc ça, c'était les premiers petits conseils hors, on va dire, alimentation. Et maintenant, on va voir un peu, nous, notre rôle en tant que diététicienne, comment on peut vous aider. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un accompagnement diététique, il est important. Je pense que je vous l'ai déjà dit au début, mais je vais le répéter. Les personnes, elles vont avoir tendance à se restreindre pour éviter de prendre du poids. C'est logique. Les 3/4 du temps, quand moi je reçois quelqu'un au cabinet, on me dit non, mais de toute façon, je vais manger moins parce que comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas prendre du poids. Eh ben non, c'est pas la bonne idée. Donc, c'est pour ça que nous, on peut mettre en place certaines
certaines astuces ensemble et voir ce qui vous conviendra. Donc, il faut se dire aussi qu'on est là pour adapter votre alimentation et que quand vous allez arrêter de fumer, vous allez forcément avoir des changements. Peut-être des changements au niveau du goût, déjà retrouver peut-être certaines saveurs aussi, et puis vos envies ne seront peut-être plus les mêmes. Donc, ce qu'on pourra mettre en place au début ne sera pas forcément ce qui se passera à la fin, d'accord? Et il ne faut pas se dire, je vais voir une diététicienne forcément pour faire un régime. Non, là, le but, c'est de vous aider lors de votre sevrage tabagique. Donc, n'ayez pas peur de pousser la porte du cabinet de mes collègues ou moi, hein, d'accord? On est là pour vous aider et vous écouter surtout. Alors, les petits conseils diététiques qu'on pourrait, par exemple, mettre en place, ce serait tout simplement déjà, avant tout, avant de parler d'alimentation, de vérifier si vous êtes bien substitué au niveau des patchs. Souvent, quand on veut arrêter de fumer, on va pousser la porte du pharmacien, on va lui demander des patchs ou des gommes, puis on va le mettre sans vraiment savoir si ce qu'on a fait, c'est bien ou pas. Donc ça, voilà, les professionnels, ils sont là pour vous aider. Vous pouvez me demander si vous n'avez pas envie de pousser la porte d'un cabinet de quelqu'un, juste à la pharmacienne, et elle vous dira, bah, le patch, là, vous voyez, il se diffuse en 16 heures, donc vous pouvez tout à fait le mettre là plutôt la nuit, ce genre de choses. Il y a des petites astuces à savoir, et puis bah, si on ne pose pas la question, on n'est pas forcément censé savoir. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous informer sur ces patchs, parce que si vous êtes mal substitué, ben, vous allez peut-être avoir d'une envie de refumer, et puis tout simplement, vous allez peut-être avoir aussi des impacts sur votre appétit, votre satiété, en les augmentant par exemple. Alors que des fois, il suffit juste de rajouter quelques milligrammes de nicotine et puis après de les diminuer progressivement pour ne plus en avoir besoin. Mais ça se fait, je vous le répète, hein, quand même sur la longueur, on n'arrête pas de fumer comme ça du jour au lendemain. Ou c'est très rare, dirons-nous. Donc, comment on va faire? Ben, déjà, on va essayer de voir votre rythme de repas. Il y a des personnes qui mangent 3 fois par jour, d'autres qui vont manger que 2 fois, d'autres 5 fois. Ben ça, voilà, pareil, c'est propre à chacun. Donc ça, c'est à définir et à remettre en place. Vous allez peut-être aussi avoir, par exemple, besoin maintenant d'un petit déjeuner si vous n'en preniez pas avant. Ou à l'inverse, ben, j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner, mais des fois, j'avais faim à 11h ou à 10h et ben, je fumais une clope et puis c'était fini. Bah oui, ok, très bien, mais là maintenant, bah, la cigarette, vous n'allez plus pouvoir la fumer. Donc peut-être qu'il faudra mettre en place une collation ou modifier la composition de votre petit déjeuner pour que ça vous permette de tenir plus longtemps. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place qui sont tout à fait possibles et imaginables bien sûr. Après, donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Bah, c'est tout simplement déjà de reprendre l'équilibre alimentaire, donc on va en parler juste après. Essayer de travailler sur tout ce qui est rassasiement, sensation, satiété et compagnie. Ça, c'est sous forme de petits exercices divers et variés qui sont possibles en sein du cabinet. Alors, ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est vraiment la base, on va dire, de l'équilibre alimentaire pour vous donner quand même quelques notions. Donc, il faut savoir que on mange pour permettre à notre organisme de fonctionner en lui donnant des nutriments. Donc, nutriments, des glucides, des lipides, des protéines, etc. Et tout ça, ça nous permet de respirer, de filtrer notre sang au niveau du rein, de bouger, de pouvoir parler, enfin, de vivre tout simplement. Donc, je vous présente une petite pyramide des aliments. Vous avez certainement peut-être dû déjà l'apercevoir quelque part. Ce qui est en bas de la pyramide, c'est les aliments fondamentaux, le socle. Et ce qui est en haut, les aliments, on va dire, à limiter. Je n'aime pas utiliser le mot interdit, mais donc voilà un peu les différentes familles d'aliments. Donc, pour vous les citer, vous aurez tout ce qui va être les légumes et les fruits, les féculents, les viandes, poissons ou œufs, les produits laitiers, les matières grasses et tout ce qui va être les produits sucrés. Alors, on va rentrer dans les détails après. Ça, c'était ce qu'on propose, mais maintenant aussi, il faut savoir qu'il y a un nouveau plan national nutrition santé qui est sorti il y a à peu près 1 an maintenant, qui donne aussi des recommandations plus précises sur certaines familles d'aliments. Donc, on va essayer d'augmenter votre consommation de fruits et légumes. Donc, que vous soyez fumeur ou non fumeur, ça, c'est des conseils qui sont pour tout le monde. Voilà. Aller sur des légumes secs, essayer de consommer des fruits à coque, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pour apporter des bons acides gras. Privilégier le fait maison et essayer d'avoir une activité physique. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on reprend, que je vous ai déjà dit juste avant. Après, il faut essayer de tendre vers des aliments complets, si possible. Ça, c'est important, notamment lors du sevrage tabagique. Je vous expliquerai pourquoi après. Essayez d'aller vers des poissons gras en alternance avec des poissons maigres et des huiles comme olives, colza, noix, par exemple. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter
des acides gras différents. Et ces acides gras vont vous permettre d'avoir des apports qui sont tout à fait corrects et convenables. Essayez d'avoir une consommation en produits laitiers suffisante, mais alors limitée. Oui, si vous êtes à 5 produits laitiers par jour, ça fait peut-être un peu beaucoup. Essayez de diminuer si possible. Après, en 2-3, c'est plutôt pas mal, hein, c'est correct. Essayez de consommer plutôt des aliments sains, de saison, avec, par exemple, pourquoi pas des produits bio. Après, voilà, ça dépendra des besoins, des budgets des familles pour chacun. Voilà. Et bien sûr, on réduit tout ce qui va être, si possible, l'alcool, les produits sucrés, les produits salés, la charcuterie, les viandes qui sont jugées comme un peu plus riches en matières grasses, comme tout ce qui est porc, bœuf, mouton. Hein. Et puis, on peut essayer de se servir du Nutri-Score pour mieux choisir ses aliments, en évitant, par exemple, ceux qui sont au niveau des D et du E. Et puis, essayer d'éviter de passer son temps trop souvent assis. En fonction des professions de chacun, c'est plus ou moins possible. Donc, ça, c'était vraiment ce qui est proposé par le plan nutritionnel national santé. Mais si on essaye de remettre tout ça concrètement, visuellement dans votre assiette, ça pourrait ressembler un peu à ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer d'avoir sur vos repas une portion soit de viande, poisson ou œuf pour vous apporter des protéines, d'accord ? Une portion de féculents et ou de pain, donc là pour vous permettre d'être rassasié, de ne pas avoir trop faim trop tôt, de tenir le coup jusqu'au repas suivant, et des légumes pour les apports en vitamines, en minéraux, en fibres aussi, et par rapport au rassasiement. Retenez bien ces féculents et ces légumes, on va en parler après, ça pourra nous aider aussi lors de notre sevrage tabagique. Vous aurez aussi après des produits laitiers, des fruits si possible. Alors après, on n'est pas obligé d'avoir les deux, hein, d'accord ? Mais voilà, ça ce serait l'assiette idéale qu'on pourrait vous proposer, par exemple, pour vous aider à avoir des repas corrects. Tout à l'heure, en fonction, donc là on a vu les repas, donc voilà, en fonction de vos habitudes, 2-3 repas par jour, ça c'est des choses qui sont à déterminer, mais on peut aussi mettre en place des collations. Oui, parce que l'appétit risque d'être plus important par rapport à avant, et donc nos besoins vont être différents. Donc bon, il y a des exemples je vous ai mis des exemples de collations sucrées, on aura des collations salées, et après ça voilà, hein, c'est pas parce que moi je vous note ça là aujourd'hui que c'est forcément ce qui va vous être nécessaire par la suite. Il faut surtout le mettre en place en collaboration avec le patient. C'est vous qui allez choisir, hein, c'est ce que vous aimez et ce que vous voulez manger. Donc bon, bien sûr, si vous nous dites j'aimerais manger mon paquet d'M&M's en entier tous les après-midi, là, je ne peux pas trop vous garantir que la prise de poids n'aura pas lieu, mais après, voilà, c'est des choses qui se travaillent et qu'on peut tout à fait essayer de trouver au mieux. Donc, des exemples, vous voyez, hein, ça peut être de carrés de chocolat avec, par exemple, de petits Suisses. Bon, si on a à la maison, ça, c'est plutôt faisable. Après, ça peut être tout simplement un petit peu d'amandes avec des abricots secs. Emmener ça au travail, les avoir dans son sac ou dans le tiroir de son bureau, c'est des choses aussi qui sont faisables et adaptables en fonction du quotidien de chacun. Alors, j'ai loupé juste une petite diapo pour les collations salées. Les collations salées, ça peut être du jambon, ça avec du pain, ça peut être une tranche de cake que vous faites vous-même. Voilà, ça sera à définir, bien sûr, ce ne sont que des exemples. Donc, là, on a vu un peu comment maintenant on pouvait gérer ses repas, les construire au mieux. Là, ce qui va être important, c'est aussi maintenant de choisir ses aliments. Je ne sais pas un peu quelles sont vos habitudes alimentaires, bien sûr, mais par exemple, si vous avez l'habitude de manger des plats tout préparés, peut-être que jusqu'à présent, ça pouvait vous convenir, vous mangez vos plats et puis vous n'aviez plus forcément faim. Sauf que là, en modifiant vos habitudes de vie, en arrêtant donc justement le tabac et en n'ayant plus de nicotine, vos habitudes risquent de changer. Donc, il faut se dire qu'un plat préparé peut être très riche en matières grasses, en sucre, et pas forcément en nutriments que nous, on souhaiterait avoir, c'est-à-dire notamment des protéines et des fibres. Donc, quand vous choisissez un plat préparé, vous devez peut-être vous fier quand même à un indicateur qui est important, c'est le rapport des protéines sur les lipides qui doit être vraiment supérieur à 1 si possible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, quand il y a un plat qui contient de la viande ou du poisson, par exemple un hachis parmentier, il faut que vous ayez quand même plus de protéines que de matières grasses dans votre portion. Sinon, ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera très rassasiant. Voilà ce que ça veut dire. Les fibres. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, il faut essayer de tout simplement retenir les féculents et les légumes. Pourquoi ? Si vous mangez plus de fibres
par rapport à avant. Donc, si ça se trouve, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude. Tout simplement, ça va vous permettre d'avoir déjà des aliments qui vont être plus rassasiants, de vous tenir plus longtemps et de vous aider surtout aussi au niveau du transit. Tout à l'heure, je vous ai dit au début que la nicotine pouvait accélérer votre transit. Donc, quand vous arrêtez de fumer, vous pouvez avoir plus de problèmes de constipation et là, ça vous aidera de ce côté-là aussi. Et après, les fibres, elles vont aider au niveau de la glycémie, donc à mieux la stabiliser, peut-être aussi réduire tout simplement les envies de produits sucrés par la suite. Il y a d'autres solutions, hein. Là, c'est que des propositions. C'est vraiment du cas par cas, si je peux dire. Je ne sais pas, vous devez être une trentaine, peut-être quarantaine. Chacun a ses façons de faire, hein. Donc là, j'ai essayé de vous proposer des grandes lignes, des idées, mais il faut savoir que c'est des choses qui se préparent vraiment au cas par cas, quoi. Donc, voilà pour ça. J'en ai fini donc, avec les présentations. En conclusion, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on veut arrêter de fumer, il faut se préparer. On ne fait pas ça normalement sur un coup de tête quand même. Il faut se dire que c'est un bouleversement, c'est un changement et que ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut essayer de se dire, il faut que je trouve la bonne substitution qui va me convenir et il faut que j'essaye surtout de me faire accompagner. C'est plus important de vous faire aider. Voilà, chacun a ses propres capacités. Il y a des personnes qui n'auront peut-être pas besoin de gérer le côté stress, d'autres oui. Voilà. Et puis en plus maintenant, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'arrêt du tabac. Des consultations avec un tabacologue, vous voyez, avec juste Tabac Info Service, vous pouvez déjà en bénéficier d'une gratuite et après avoir un suivi. Donc, il faut vraiment l'adapter. Il faut essayer d'être peut-être aussi plus actif si possible. Je ne veux pas vous faire peur en vous disant qu'il faut absolument aller au sport, mais voilà, trouver des techniques, sachant que on dit maintenant que quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui fait à peu près minimum 6 000 pas par jour, voire 10 000 pas. 10 000 pas, on est bien, bien actif. On a tous sur nos téléphones aujourd'hui des applications au moins pour nous dire à peu près évaluer combien de pas on fait par jour ou on monte d'étage. Ça peut déjà vous donner une ordre d'idée, quoi. Donc, ça peut être juste en commençant par ça. Et puis surtout, il faut croire en soi, c'est important. C'est pas parce que vous avez peut-être déjà arrêté de fumer une fois que ce sera pas possible de re-arrêter suite à une reprise. Voilà. Il faut avoir confiance en soi et puis ne pas avoir peur de se faire aider, tout simplement. J'ai fini pour la présentation. Je ne sais pas si Mathilde, tu veux reprendre la parole. Non, juste te remercier pour cette présentation très claire. On va peut-être continuer sur les questions. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Séverine veut rajouter quelque chose par rapport au... Non, c'était très clair. Moi, j'aurais des questions surtout. Il y a des questions? Ok. Alors, moi, j'en aurais éventuellement. Ah, d'accord. Ok. Ah mince, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Alors... je vais peut-être... N'hésitez pas à remettre au micro pour poser vos questions. Ouais. Sinon, dans le chat aussi, c'est possible. J'arrête le partage d'écran. Et comme ça, s'il y a des choses dans le chat, je pourrais peut-être plus les voir. Non, il n'y a que des bonjours. Les gens sont polis. N'hésitez pas à vous... Alors, je crois qu'il y a... Alors... Okay. Non, il y a peut-être que je peux poser oui, vas-y, commence. Ouvre le bal. Moi, j'aurais plutôt des questions par rapport aux quantités, parce que là, pour les féculents, tu as noté 150 grammes cuits, ça correspond à quoi cru? Ah, alors, à peu près. Ouais, j'ai donné des quantités repères, mais il faut savoir que, par exemple, moi, je vais avoir besoin de certaines quantités et Mathilde aura besoin de d'autres quantités. Chaque personne a ses propres besoins. 150 grammes cuits, après, visuellement, c'est à peu près... En cru, ça correspond à 50 grammes, en fait. C'est à peu près... on multiplie par 3 pour passer du cru au cuit. Ouais. Voilà, mais visuellement, c'est intéressant ce que va vous dire Marine aussi. Je trouve que c'est plus intéressant que de peser, en tout cas. Ouais, tout à fait. Et visuellement, moi, je travaille avec les quarts d'assiette. Donc, un quart d'assiette viande, poisson, œuf, un quart d'assiette plutôt féculent et une demi-assiette légumes. Après, il y a les personnes qui travaillent sur du tiers d'assiette. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, on va dire, de grammage précis. Moi, je sais qu'au cabinet, j'essaye de donner le moins possible de grammage, mais les patients sont pas forcément toujours OK avec ça. Et après, c'est compliqué, en fait, d'imaginer une portion. Enfin, toi, même pour le fromage.
Alors après, il y a des... je ne l'ai pas mis, mais il existe aussi des visuels avec les mains, enfin, les poings. C'est-à-dire les mains, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça, souvent, ça passe bien. Donc, par exemple, les légumes, ce serait 2 points, le féculent plutôt qu'un, par exemple. Ouais. Moi, j'utilise la main. Ouais, Moi, toute la main, c'est la part de légumes, la paume, la part de féculents et les protéines, à peu près la moitié de la main. Voilà. Ouais, tout à fait. Et après, le fromage, j'utilise le V de la victoire. Une portion de fromage, 30 grammes, c'est ça. Voilà. On dit à peu près voilà, une portion par jour. Il est petit ton V. Non, là, tu vois pas, regarde, GG. Voilà. Tu peux bien l'écarter si tu veux. C'est très gourmand en fromage. Cool. Pour les autres fromages, parce que le camembert, c'est facile de le couper en V, mais par exemple, le comté, moi, on voit pas mes doigts, mais voilà, plutôt comme ça, là, à 2 doigts. Après... Alors, il y a une question de Cécile. J'ai vu la durée d'un accompagnement sur l'arrêt du tabac avec une diététicienne. Tu conseilles en termes de rendez-vous? Ok, j'avais vu la question d'avant. On va répondre à Cécile et puis il y avait Amélie aussi avant. Quelle est la moyenne de la durée d'un accompagnement avec une diététicienne pour ce sujet? En durée, comme ça, sans connaître vraiment les besoins de la personne, c'est compliqué à juger. Mais moi, je dirais que l'accompagnement se fait au moins sur bien 3-4 mois au minimum. Après, ça peut être aussi des rendez-vous espacés. Enfin, on s'adapte. Ça dépend des personnes, moi, je pense. C'est ça, tout à fait, ouais. Ça, c'est sûr. Bonjour, je suis diététicienne et je suis intéressée de savoir, aidez-vous les patients à choisir le bon dosage en substitut nicotine? Alors, on peut, en tant que diététicienne, aider à mieux choisir avec le fameux test de Fagerström et savoir un peu d'où le patient part, en fait. Hein. S'il fume tant de cigarettes par jour, il aura besoin de tant. 10 cigarettes, c'est 10 mg de nicotine. Donc ça, on peut les aider, oui, sur ça, c'est sûr. Par contre, on ne peut pas prescrire parce que on est que diététicienne. Donc, pour qu'il soit remboursé, c'est vraiment le médecin traitant qui va faire l'ordonnance, quoi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, malheureusement. Il y a parler en portion en volume, ça aide bien, point fermé, oui, d'accord. On parle de la cigarette, mais qu'en est-il du vapotage? Est-ce la même accompagnant même... Alors, c'est une très bonne question, je trouve. Avec la cigarette électronique, s'il y a de la nicotine, ça peut être au début une aide, en fait, en effet. Mais par la suite, c'est pareil que si en fait la personne elle avait que des patchs, le but c'est de diminuer la nicotine pour arriver à 0. Tant qu'il y a de la nicotine, on a une dépendance à la nicotine, même si c'est très peu de milligrammes. Malheureusement, beaucoup de personnes vont... Je ne connais pas les chiffres, mais j'avais assisté à un congrès sur ça et malheureusement, beaucoup de personnes continuent la cigarette électronique avec de la nicotine et pour eux, c'est pas pareil que de fumer en fait, mais c'est pareil au niveau des risques en soi. Et quand il n'y a pas de nicotine, la personne, ça va être une habitude au niveau des gestes, je dirais, mais à partir du moment où le sevrage tabagique il a été fait, la nicotine n'étant plus là, il n'y a pas de dépendance par rapport à ça. Après, est-ce qu'il y a un risque au niveau de la prise de poids? Là, après, il faut plus travailler sur tout ce qui est en lien avec le geste, l'habitude d'avoir la cigarette électronique. Donc, c'est plus tout ce qui est thérapie cognito-comportementale ou autre sur ce coup-là. Mais après, au niveau alimentation, oui, l'accompagnement va être le même. Enfin, on se base sur les mêmes choses, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question clairement ou pas. Est-ce que tu connais des chiffres sur la prise de poids suite à l'arrêt cigarette versus vapotage? Non. Moi, je ne les connais pas. Après, il y a peut-être des études qui ont été faites, mais je n'en connais pas. Ok, tu peux. C'est ton droit. Désolée. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Déjà, merci pour l'intervention. Et alors, j'ai une petite interrogation. Comme vous dites que les fumeurs sont statistiquement des personnes à revenus plus faibles et qu'on sait que les consultations de diététiciennes ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, est-ce que les consultations représentent un vrai pourcentage ou c'est moindre? Est-ce que les gens viennent réellement pour... Est-ce que vous avez beaucoup de patients? Oui, voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui vous sollicitent pour un sevrage, étant donné que c'est des personnes qui ont quand même des revenus plutôt faibles et que vous pratiquez, vous êtes dans une profession non remboursée par la sécurité sociale?
Malheureusement, moi, j'ai pas beaucoup de patients qui consultent pour ça. Préventivement, ouais. Ouais, C'est en vrai. prévention, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu, tout simplement. Ou dans les mœurs. Ouais, c'est ça, de se dire, quand j'arrête de fumer, il faut que j'aille consulter une diététicienne. Donc non, moi, j'ai fait une formation déjà par rapport à juste pour apprendre, en savoir plus. Et après, j'ai essayé d'en parler avec des tabacologues ou autres, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas, enfin, ma patientèle vient pas de Il n'y a là. pas assez de sûr. communication là-dessus, j'ai l'impression. C'est dommage, je trouve, mais... Après, il y a des diététiciennes qui sont aussi tabacologues, et là, forcément, elles peuvent allier les deux, quoi. Mais les gens ne vont pas venir pour forcément la diététique. Mais c'est malheureux parce que, oui, en effet, il y aurait besoin et il y aurait... Souvent, ils viennent après avoir arrêté de fumer, C'est ça. quelques années après, et là, tout d'un coup, en reprenant un peu l'historique de leur poids, on se rend compte qu'il y a eu un arrêt du tabac et prise de poids dans les 6 mois. Tout à fait. Malheureusement, ils ne viennent pas préventivement. Les 3/4 du temps, quand tu demandes à quelqu'un un peu l'histoire du poids, il y a souvent eu l'arrêt du tabac. Mais c'est trop tard. Enfin, tu peux pas te rattraper sur ça, en tout cas. Tu peux remettre les choses en place, mais pas par rapport à ça, quoi. D'accord, je vous remercie, ça a répondu à ma question. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça n'a pas l'air. Très bien. Je pense que c'est ton intervention qui a été très complète. Merci. J'espère. Merci beaucoup, Marine. Merci à la Cité de la Santé. J'espère qu'on pourra refaire ce type de format. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être interactif et être intéressant vu le contexte que l'on vit actuellement. Séverine, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Non, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très complète. Et puis, je renverrai un mail avec du coup toutes les informations au sujet de la Cité de la Santé si les gens veulent des informations complémentaires. Oui, tout à fait. Voilà. Merci à toi aussi pour toute l'organisation. Applaudissements parce que c'est grâce à toi et à Marie-Hélène qu'on a pu intervenir aujourd'hui. Il y a tout un travail en amont quand même de préparation de Marine, voilà, pour trouver aussi un moment pour faire ça ensemble. Donc, merci à tout le monde. Et puis, avec plaisir pour refaire un webinaire ensemble. Oui, tout à fait. Merci en tout cas.